problème sur les réseaux sociaux, les gens ils pensent trop que tes parcours sont faciles. Et moi en fait j'aime bien montrer la réalité des choses. En fait j'ai remarqué dans chaque business que je veux commencer, au début je vais échouer, c'est obligatoire. La facilité ça n'existe pas. Et en fait les personnes sur les réseaux, ils vont plus vendre comme tu vas réussir au bout de 90 jours. C'est faux. Moi en fait j'ai compris le secret de la réussite. Ouais. Le secret de la réussite en fait c'est question de et moi dès que j'ai compris ça, chaque business que j'ai lancé, j'ai fait de l'argent. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu tout ce que j'avais. Dans mon parcours, je suis retombé 2-3 fois à zéro. Mais aujourd'hui, je me dis, heureusement, je suis retombé à zéro parce qu'en fait, j'ai eu des déclics. Et aujourd'hui, rouler des gros véhicules, pour moi, à Paris, en France, pour moi, ça sert à rien. S'il vous plaît, débarrassez-vous de votre ego. L'ego, c'est vraiment quelque chose qui empêche les gens d'avancer. Comment je me suis lancé dans le e-commerce, dans le dropshipping, c'est qu'en fait, j'ai tapé sur YouTube comment devenir riche. Non mais ça c'est vrai, ouais, tout le monde l'a fait je pense. Globalement voilà, j'ai vu pas mal de mecs, des grosses têtes de e-commerce avec des gros dashboards. Moi j'ai des noms, il y a des personnes même qui louent des dashboards. Bonjour à tous sur notre podcast Imo Mindset Révolution. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a un invité de marque en la personne de Jourdain. Jourdain, comment vas-tu mon gars? Ça va très bien. La forme? Ouais, ça va. Écoute, je suis content de t'inviter en tout cas aujourd'hui. Pour pouvoir échanger, ça fait longtemps qu'on parlait, qu'on échangeait, que des fois j'étais sur Dubaï et toi tu étais à l'étranger. On avait du mal un petit peu à s'attraper avec nos emplois du temps. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, on a trouvé le temps, donc c'est super. Déjà, on va commencer par te présenter. Là, même si beaucoup de gens te connaissent déjà, mais voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je m'appelle Jourdain Pedro, surnom Jourdain des Pedro. Donc, moi, on va dire, je suis e-commerçant. Ça fait maintenant 3 ans que j'habite à Dubaï et j'ai commencé le e-commerce en 2020. Donc, ça fait à peu près maintenant aujourd'hui 5 ans que je suis expert dans ce domaine-là. J'ai commencé l'entrepreneuriat avant le e-commerce en 2017 dans la vente de paires de sneakers dans ma ville natale à Lyon. Et après, j'ai switché en e-commerce ça fait 5 ans que je fais de ça et voilà. Du coup, comment tu as eu l'idée de te lancer dans le e-commerce? Est-ce que c'était un effet de mode? Parce que, bon, à un moment donné, il y avait la mode des e-commerçants et tu avais beaucoup de personnes qui se lançaient avec un certain succès. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer? Bon, en vrai, moi, qui m'a donné envie de se lancer dans ce business-là, c'était plus la liberté géographique. Donc, parce que, comme je le répète, avant, moi, j'ai commencé le business d'entrepreneuriat en 2017. Ouais. J'avais 17 ans. Ouais. C'est fort déjà. Hein. Ouais, j'avais 17 ans. Tu as commencé à 17 ans, mais normalement, 17 ans, tu es au lycée. Exactement. En fait, comment ça se fait que tu fais du e-commerce à ce moment-là? Non, en fait, là, je faisais pas du e-commerce, je faisais du business physique. D'accord. Tu vois, en fait, je faisais du dropshipping en physique. D'accord. Pourquoi je vais te dire que c'est du dropshipping en physique? Parce que, regarde, je vais faire court. Je vendais des paires de sneakers dans ma ville de Lyon et à Paris. Et quand une personne passait commande, il y avait 2 rendez-vous. Donc, par exemple, toi, tu vas passer une commande chez moi, une paire à 100 €. Tu as 2 rendez-vous. Premier rendez-vous, tu déposes ton compte de 40 à 50 € Et au deuxième rendez-vous, moi, je passe commande. Au deuxième rendez-vous, à la livraison, tu reçois ta commande et tu payes la somme restante. Et moi, en fait, mon bénéfice, je le prenais à la somme restante. Donc, c'est-à-dire que mon business, il ne pouvait jamais couler car je n'avais pas de stock. Ouais. Et en fait, c'était du dropshipping, mais en physique. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'après, en fait, c'était du dropshipping. Du dropshipping parce que je commandais avec l'argent des clients. Fort. Et moi, je disais que c'était un acompte, alors qu'avec cet argent, je commandais la paire et au deuxième rendez-vous, je prenais mon bénéfice. C'est fort. Et du coup, j'ai fait ça pendant de 2017 à 2020, donc ça veut dire à peu près 3 ans. Donc, je tournais déjà à 3 000 € par mois. Et avec cet argent-là, j'ai investi dans le dropshipping e-commerce en 2020. En 2019, j'ai découvert le dropshipping et j'ai eu des résultats en 2020. Parce qu'au début, j'ai échoué, j'ai eu plein d'échecs, donc je n'ai pas reçu du premier coup. Et après, j'ai lancé. C'est fort ce que tu dis. Déjà là, tu viens de commencer, tu es déjà en train d'envoyer full valeur pour des jeunes qui nous écoutent. Donc, tu es en train d'expliquer que, en fait, c'est hyper simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as pu, à 17 ans, acheter de la marchandise. Voilà, enfin, même pas encore lâcher, c'est-à-dire récupérer un acompte c'est ça. Qui t'a permis d'acheter la marchandise. Exactement. Et derrière récupérer ton bénéfice. Exactement. Mais bon, je vais pas dire que... Parce qu'en fait, le problème sur les réseaux sociaux, les gens ils pensent trop que tes parcours sont faciles. Et moi, en fait, j'aime bien montrer la réalité des choses. Au début, j'ai pas reçu du premier coup dans même ce premier business, tu vois. En fait, j'ai remarqué dans chaque business que je veux commencer, au début, je vais échouer. Ouais.
En fait, c'est obligatoire. Et en fait, les personnes sur les réseaux, ils vont plus vendre comme tu vas réussir au bout de 90 jours. Tu vas réussir au bout de... C'est faux. Mais c'est vrai que ça fait vendre aujourd'hui parce que aujourd'hui, là, tu as plein de nouveaux challenges qui sont en train de pulluler sur les réseaux sociaux. On te promet d'atteindre tel objectif dans 2 mois, dans 3 mois. Et au final, tu te rends compte que ça prend plus de temps que prévu. Ça prend plus de temps que prévu, parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est peut-être 3 ou 4% des gens qui ont fait cette formation. Exactement. Qui vont y arriver. Et pourquoi ils y sont arrivés? C'est parce que peut-être avant, ils avaient déjà fait des choses. Exactement. Ils sont en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, les gens, moi, j'ai compris le secret de la réussite. Ouais. Le secret de la réussite, en fait, c'est question de patience. Il faut être patient. Faut accepter d'être nul au début, parce qu'en fait les gens ils pensent trop que, par exemple, les gens qui me contactent pour des formations, ils me disent ouais frérot, je t'envoie 1500 €, mais est-ce que au bout d'un mois c'est bon? En fait, moi quand je vois ça, je dis frérot, c'est sûr que tu vas échouer, parce qu'en fait au début il faut avoir un mindset, il faut se dire déjà j'ai investi. Mais même si je vais perdre 1000, 2000, 3000 €, quand ça va péter, je vais rembourser ce que j'ai investi. Et en fait, les gens, ils n'ont pas cet état d'esprit-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, entre entrepreneurs, parce que sur les réseaux, on est tous en concurrence, je leur fais comprendre que les gars, il n'y a aucune concurrence. Pourquoi il n'y a aucune concurrence? Parce qu'en fait, les gens, ils n'ont pas la mentalité qu'on a eu aujourd'hui. Ils n'ont pas, le mindset d'être long terme. Pour moi, le secret de la réussite, c'est être patient. D'accepter qu'au début on est nul, accepter qu'au début on va perdre de l'argent, et en fait accepter le processus, et qu'au début ça va être compliqué. Et moi, dès que j'ai compris ça, chaque business que j'ai lancé, j'ai fait de l'argent. C'est vrai que les gens ils aiment bien le gain la rapide, facilité, la facilité, mais ça, en fait on peut retourner les choses dans tous les sens. La facilité, ça n'existe pas. Voilà. Aussi, il y a de la facilité, c'est que derrière tu dois payer quelque chose très cher. Exactement. On le voit avec certaines personnes qui font de l'argent assez vite dans certaines choses. Les problématiques qu'ils peuvent avoir. Donc toi, tu disais que justement, tu as commencé à faire ce business-là, donc tu as vu que ça fonctionnait dans le physique, et là, comment tu as réussi à mettre ça en place dans le digital, justement? Là, je parlais de comment j'ai commencé ce premier business. Ce premier business, j'ai commencé avec, c'était en 2016, en vrai, fin 2016. Je venais d'avoir 16 ans. Et en fait, ce business-là, j'ai commencé avec un cousin de ma famille. Donc ça, c'est au début, je voyais que j'étais livreur chez lui, et il vendait des paires, et moi, j'étais très curieux. Je dis, mais comment ça se fait, toi, tu vends des paires et tout? Viens, je vends tes paires et tout. Moi, je suis livreur, et moi, je prenais 10 €. C'est-à-dire que lui, il vendait des paires de chaussures à 80 €. Moi, je prenais 10 € de bénéfice. Et ces 10 € de bénéfice, j'étais content. Je m'achetais à manger, tacos, tu vois. J'étais content, quoi. Et en fait, dans ma tête, un jour, je me suis dit, mais pourquoi c'est pas moi qui va vendre aussi et prendre aussi pour moi? J'étais très en mode, moi aussi, je peux le faire. C'est ça. Et avec mon cousin, je me suis dit, pourquoi pas, on s'associe ensemble, parce que lui, en fait, mon cousin, il avait seulement une seule paire, et moi, je lui ai proposé la solution en mode, viens, on fait ensemble ce business-là, on essaie d'avoir plusieurs modèles pour qu'on attire beaucoup plus de clients, et qui dit beaucoup plus de clients, dit beaucoup plus de ventes. C'est ça. Du coup, mon cousin, il a accepté, il a dit, donc voilà, pour te lancer avec moi, trouve 300 €, et à let's go, on va acheter du stock, et let's go, c'est parti. Tu te rends compte, à l'époque, 300 €, tu vois, c'est pas énorme, hein? Pour moi, là, j'avais 16 ans, c'était en 2016. Fin 2016, c'était en décembre 2016. À 16 ans, à 16 ans, pour moi, c'était un truc de ouf. J'avoue, c'était un truc de fou. Et du coup, ce que j'ai fait... Mais c'était quand même pour montrer que, tu vois... Oui, oui, aujourd'hui, quand on voit 300 €, c'est rien. Voilà. Mais tu vois... Avec 300 € tu peux débuter quelque chose. Tu peux te lancer, exactement. Et il me dit, trouve 300 €, on prépare... je pense que j'avais un stock de 13 paires ou 20 paires, je ne me rappelle plus. Bref, au total, c'était 340 € de stock de paires. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu tout ce que j'avais. Donc, téléphone, à l'époque, j'avais l'iPhone 5C en bleu. Je l'ai vendu. Sacrifié. Moi, en fait, j'ai tout vendu. Mon téléphone, je l'ai vendu 140 €. J'ai vendu mes paires. J'avais des belles paires de Jordan. J'ai vendu des t-shirts à moi, Ralph Lauren, à l'époque. Tu vois les t-shirts Ralph Lauren, là, j'ai vendu ça. Et au final, j'ai regroupé 340 €. Et ma mère... Elle m'a passé son téléphone, c'était un Alcatel. J'ai dit, maman, s'il te plaît, regarde là, je vends mon iPhone pour que je me lance dans ce business-là. Juste, prête-moi ton petit téléphone pendant quelques temps. Et quand mon business il va fonctionner, je vais pas t'oublier. Du coup, ma mère, elle me prêtait son téléphone. Et j'ai regroupé les 340 €. Et ce qui s'est passé, du coup, je vais vers mon cousin, c'est bon, j'ai l'argent, let's go, on y va.
Et on commande des paires. Je suis super excité. Déjà, en fait, j'avais déjà un réseau. Donc, c'est-à-dire au lycée, enfin, j'étais au collège, excuse-moi. Les gens, ils attendaient les paires. Ouais, Jordan, nous, on va acheter et tout. On attend que ça arrive et tout. En fait, t'avais déjà une clientèle en plus. Exactement. J'avais déjà fait la propagande sur Snapchat. Donc, voilà, il y a cette paire qui arrive de taille 36 à 44. Préparez vos réservations. En fait, moi, j'étais malin. Donc, c'est-à-dire, pendant que la marchandise arrivait, je préparais déjà les clients qu'ils allaient acheter. C'est fort. Tu vois. Du coup, ce qui se passe, on commande. Les paires, ils arrivent au bout d'une semaine. Donc, voilà, les provenances de paires, c'était pas des paires de contrefaçon, c'était des paires avec des défauts de fabrication. C'est-à-dire qu'en fait, on achetait ces paires-là en Suisse, en Allemagne, et c'est des paires qu'ils n'avaient pas, qui étaient invendables en boutique. C'est comme si toi, demain, tu achètes une paire de Nike chez Nike, tu vois qu'il y a une déchirure, tu ne vas pas acheter. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est des invendus qui vont, et nous, on va les récupérer ça pour vendre. Bref, la marchandise, elle arrive au bout de 2 semaines, au bout d'une semaine, excuse-moi. Il faut savoir qu'il y a 2 cartons. Et malheureusement, mon carton a été bloqué par la douane. Oh là là, galère. C'est là où vraiment ma vie elle a commencé. C'est là parce qu'en fait, j'ai eu un choc. Donc, il faut savoir que là, j'ai 16 ans. On est en fin 2016. Mon stock, il est bloqué. Et le stock de mon cousin, il est passé. Et à ce moment-là, normalement, en tant qu'associé, si ton associé, il échoue, normalement, c'est à 2. Ça revient à 2. Voilà. Voilà. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé prévu. Malheureusement, ce cousin-là, il m'a laissé. T'as lâché. Ouais, il m'a lâché. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est lui, son stock. Moi-même, j'ai vendu son stock. C'est-à-dire que j'étais un bon. Donc, moi, j'ai vendu son stock, etc. Et en fait, à la fin de cette tournée, je pensais qu'on allait réinvestir. Et repartir pour rattraper un petit peu la perte du... Voilà. Bloqué, parce que ça peut se rattraper finalement, parce que ça peut arriver. Ça fait partie du business. C'est-à-dire que je peux arriver à un moment donné. Exactement. On avait fait certaines commandes, mais vu qu'on est associé, il y a une répartition du risque. Exactement. En plus, il faut savoir qu'on faisait des bonnes marges. Par exemple, une paire, on pouvait la toucher à l'époque, de 2016-2017, à 20-30 euros, on pouvait vendre ça à 80 euros. Donc, on pouvait marger entre 50 euros et 60 euros, tu vois. Donc, par boîte, je pense qu'on était à du 700 euros de chiffre d'affaires, 800 euros si je ne me trompe pas. Bref, j'essaye de faire vite. Du coup, on arrive à la fin de cette tournée. Et moi, en fait, j'étais naïf. Tu connais, j'ai 16 ans, tu vois. Il me dit, à la fin, on va recommencer et on va relancer ensemble. Et au final, ce cousin-là, il a mangé. Donc, ça arrive. C'était triste, ça m'a choqué vraiment. J'ai eu une grosse claque. J'étais choqué. Et je me suis relevé 6 mois après, donc grosse dépression après. Donc je vais au lycée, les gens se moquent de moi. C'est-à-dire que j'avais plus de téléphone. Donc tu vois, j'avais l'Alcatel. Et pendant 6 mois, je dis qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout perdu, qu'est-ce que je vais faire? Et par la suite, il me restait une paire que je voulais pas vendre. C'était ma paire favorite. Car moi, je vais dire, c'était une paire de Jordan 11 Full Black Low. Et cette paire, je voulais pas la vendre. Juste cette paire, je l'aime trop, je peux pas la vendre. Et tout le monde voulait m'acheter cette paire. Jordan, je t'envoie 200 euros tout de suite si tu me la vends. C'était une paire rare. Et moi, je disais, non, cette paire-là, je l'aime trop, je la garde. Et 5-6 mois après, une personne me dit, Jordan, je t'envoie 300 euros tout de suite, tu me vends cette paire. Et moi, ce que j'ai fait, je voulais pas la vendre, cette paire, mais j'avais besoin d'argent. Du coup, j'ai vendu la paire. Et avec cet argent-là, je ne l'ai pas dépensé. J'ai réinvesti dans le même business, mais de manière autonome, tout seul. Et là, revanche de la vie. Je relance une nouvelle tournée. Donc là, on est en juin 2017. Je vends des NAC Cortez à l'époque. Je me souviens des Cortez. Voilà, NAC Cortez. Bon, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément cette paire. Je vends des NAC Cortez. Je relance ma collection de manière solo. Je dis pas que je vais pas dire que ça fonctionne directement. Il y a eu des galères. Au début, j'ai mis du temps à vendre. Mais au bout de certains temps, j'ai vendu cette paire de collection-là. Et dès que j'ai vendu cette paire, tu investis, tu regagnes, tu bénéfices, tu achètes, tu revends, tu gonfles ton cash flow, je gonfle. Et je vois qu'en fait, à Lyon, je commence à avoir du succès. Donc, tout le monde commence à me dire, au début, en fait, il y a une personne qui m'a réellement donné le déclic, qui s'appelle Amédée. Et il m'a dit, là, on est en 2018, parce que ça part très vite. Et en fait, moi, je prends pas forcément cette activité au sérieux, parce qu'à côté, je suis encore à l'école, je prépare mon BEP à l'époque. Et je vois qu'en fait, tu vois, je vis de ça, tu vois. Et cette personne, il me dit quoi? Jordan, t'entends quoi? Lance-toi, nous, on va partager sur les réseaux. J'ai dit, ah bon? Tu vas me donner de la force? Il me dit, bien sûr, mais lance-toi tout de suite ce soir, trouve un nom de ton business, on va partager ça. J'ai dit, ah bon? Let's go. Je fais quoi?
je nomme ça Shop Tadex. Ok. En gros, Shop Tadex, ça signifie quoi? De prendre ton style. En gros, prends ton style, tu vois. Du coup, j'appelle ça Shop Tadex. Et ça cartonne. Ça cartonne. C'était quoi? C'était un compte Instagram que tu avais monté? C'était un compte Instagram, un compte Snap. Ça cartonne carrément. C'est pour ça que, n'oublie pas ce que tu vas dire, à chaque fois, moi, je conseille à tout le monde, même si tu n'as pas forcément tout de suite un business, mais de mettre en place un compte Instagram et commencer à l'alimenter, tout ça et tout. Parce que le jour où tu as un business, bah, derrière, tu as juste à changer le nom sur le compte Instagram, tu as déjà une fanbase et après, derrière, tu peux monter quelque chose d'important. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger tout le temps. C'est quelque chose. Moi, au début, j'étais comme ça. Au début, j'ai dit, mais non, mais pourquoi je vais me montrer et tout Ah non, c'est trop la honte et tout. Je suis jeune. En fait, moi, à l'époque, j'avais la honte d'être différent parce que je vends des paires et je gagne ma vie. Alors qu'en vrai, c'était un flex de fou. Bah, tu vois c'était un. Voilà. Et en fait. Ta génération, quand même. Voilà, c'est ça. Et en fait, à ce moment-là, ça commence à cartonner. Et mon cousin, il revient. Il revient, il me dit... Le fameux cousin. C'est pour ça, en fait, les gens, quand tu réussis, tout le monde revient dans ta vie. On le connaît, ça. Tout le monde revient. Ah, ça va et tout. Du coup, il revient. C'est pour ça que parfois, c'est intéressant que tu vas dire, ce que tu dis. Parce que c'est pour ça que parfois, il y a certaines personnes qui sortent de ta vie, à un moment, parce que tu as des difficultés ou des choses comme ça. Ben en fait, il faut même pas leur en vouloir, il faut rester concentré. Donc, en fait, tu vois, tu restes concentré sur... Il faut leur dire merci. Voilà, à la fin même, tu leur dis merci. Parce que je pense pas que, s'ils m'auraient fait ce coup-là, je pense pas que j'aurais eu des clics là. Tu vois. Donc, des fois, dans les échecs que vous avez dans la vie, parce que moi-même, des fois, je suis déjà retombé à zéro. Je suis dans mon parcours, je suis retombé 2-3 fois à zéro. Mais aujourd'hui, je me dis, en fait, merci. Je me dis, heureusement, je suis retombé à zéro parce qu'en fait, j'ai eu des déclics. Et quand tu remontes, bah, en fait, la confiance en toi, elle augmente aussi. C'est ça. Donc, en fait, des fois, il ne faut pas avoir peur de retomber à zéro. Carrément, il faut dire merci parce que ça va faire en sorte que tu sors de ta zone de confort. Et après, bah, tu steps, quoi. Donc, je continue. Je fais les comptes Instagram, ça explose. Vraiment, ça explose. Carrément, mes parents, ils se posent des questions. En mode, c'est comment à l'école? Tu as 17 ans. Ok, tu fais 800 € par mois. C'est un truc de ouf. 800 € par mois. Mais l'école... Du coup, ce business-là, il commence à prendre une ampleur, vraiment, même jusqu'à aujourd'hui, à Lyon, quand je passe avec ma voiture, on me dit, hey, à l'époque, t'as marqué l'histoire, tu vois. C'est un truc de fou. Donc, à 18 ans, je commence à faire 2-3 000 € de bénéfices par mois. Donc, je monte une équipe à Lyon de livreurs. Donc, c'est-à-dire en mode, moi, j'étais le chef de cette entreprise-là. J'avais des livreurs, j'avais une manageuse qui s'appelait Johanna. J'avais mes livreurs, Jafet, Joao. Bref, il y avait une équipe, tu vois, qu'aujourd'hui, tu vois, ils regardent mon parcours, tu vois, ils me disent... À ce moment-là, tu étais encore en physique? Oui, physique, toujours. Encore en physique, hein? Toujours physique. On va arriver au e-commerce. Et voilà, on cartonne à Lyon, on est sollicité de fou, on est en rupture de stock. Il faut savoir que carrément, au bout d'un moment, je ne pouvais plus avoir de livreurs et tout le monde voulait travailler avec nous. Mais nous, on restait qu'entre nous, on ne voulait pas se mélanger parce que nous, on gardait notre secret, tu vois. En mode, on était une équipe de 5-6 personnes, on ne voulait pas se mélanger et voilà, on restait entre nous. Bref, on cartonne. Et en fait, nous, ce qui nous a fait cartonner dans ce business-là, c'était, en fait, on n'avait pas de stock. Tu vois, au début, j'avais du stock. Et au début, quand j'avais du stock, j'avais du mal à vendre. Comme je t'avais dit au début que j'avais acheté des collections de Nike Cortez. Et en fait, j'ai eu du mal à vendre parce que, bah, en fait, quand tu as du stock, c'est dur à vendre. Surtout des Cortez, hein, parce que, excuse-moi, les Cortez, c'est pas si beau que ça. C'était éclaté, c'est pas si beau que ça. C'était éclaté, les Cortez. Je t'avoue, je plaide coupable. J'avais acheté une paire à l'époque. Mais c'était un peu la mode, mais ça s'est démodé très rapidement, les Cortez. Et du coup, moi, j'ai dit, en fait, parce que le problème de ce business-là, je ne vais pas dire que ça a marché, non. Le problème, c'est qu'on avait du stock, mais on avait du mal à vendre. Et j'ai dit, mais pourquoi pas faire... Un jour, une personne m'a donné une idée. Il m'a dit, mais Jordan, arrête de te casser la tête. Pourquoi tu fais pas 2 rendez-vous? Premier rendez-vous, tu dis aux gens tu fans. C'était bon. Les personnes qui les ont achetés, je suis désolé, hein, c'était du marketing. Premier raconte. Premier rendez-vous, tu te demandes un acompte de 40-50 €. Avec cet argent-là, tu vas commander la paire. Au deuxième rendez-vous, tu prends ton bénéfice. Ton business, il ne peut pas être détruit. Et moi, je fais, mais c'est vrai? Et là, let's go. On fait ça. Et là, les commandes, bah, ils commencent à fuser. Et maintenant, tu vas demander comment je m'organisais. Je pense que, je ne sais pas si dans mon téléphone, j'ai même encore les commandes. Je vais montrer ça face à la caméra. Par exemple, là, je te donne, c'est écrit quoi? Le 11 novembre 2019. Et tu vois ce qu'il y a écrit?
Le 11 novembre, c'est là, c'est où là? Ouais, 11 novembre, ouais, je vois, ouais. Ouais, je vois cet Oxob, tout, voilà, c'est Dior, tout ça, ouais. Voilà. Encore, bah, ça partait grave, hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en gros, ce qui se passait, c'est que moi, je m'organisais sur mon téléphone. Donc, en gros, je mettais nom, prénom, commande, acompte. Et c'est quel livreur qui a pris la compte. Okay. Et moi, je faisais des groupes. Par exemple, livreur numéro 1, tu as pris la compte de tel client avec l'Instagram, numéro de téléphone. Mais dans tout ça, tu t'étais pas encore structuré, c'est-à-dire que tu n'avais pas encore monté un statut d'auto-entrepreneur, des choses comme ça? Non, je ne me suis pas déclaré. Ouais. Je l'assume totalement, je ne me suis pas déclaré. Ouais, je l'assume totalement. Et justement, c'est là où après j'ai eu un problème aussi. À la fin. Oui, je vais l'assumer. Ouais. Bref, on fait ça de 2018 à 2020, ça cartonne. Je fais plus de 3 000 € par mois. Et en fait, avec ce business-là, ça a autofinancé le lancement du dropshipping. Et maintenant, comment je me suis lancé dans le e-commerce dropshipping, c'est qu'en fait, j'ai tapé sur YouTube comment devenir riche. Non, mais ça, c'est vrai, tout le monde l'a fait, je pense. Comment devenir riche. Et je suis tombé sur Yomi Denzel. Ouais, forcément. Non, au début, à l'époque, je suis tombé sur Léo Guillaume. Ouais. Et après, j'ai vu Yomi Denzel, etc. Ouais. Et en fait, Yomi Denzel, là, on était en 2019. Yomi Denzel, il lançait une conférence à Genève. Je sais pas si tu t'en rappelles. Je me rappelle. Avec Barry en Barry et tout. Voilà. Ouais. Et moi, je fais quoi? Je pars avec une personne que je voulais me lancer avec lui dans le e-commerce, mais il m'a lâché aussi. J'ai vraiment trop de trahison. J'ai vraiment trop de trahison. Ça fait partie du... Ouais. En fait, ça m'a rendu fort. Et je vais à sa conférence à Genève, là-bas. Et si tu veux, tu mettras des photos pour vraiment rendre le podcast crédible. Ouais. Et parce qu'au début, j'y croyais pas. Je dis, c'est pas vrai et tout. Comment ça, les gens ils font des 10 000 € par mois? À l'époque, c'était un truc de fou. Ouais. C'est pas vrai, tout fou. Moi, je vois en vrai. Tu vois, il faut que je pars en vrai sur place, il faut que je vois vraiment si c'est vraiment réel. Et moi, je suis une personne, je suis très culotté. Ouais. C'est-à-dire, sur place, je pose des questions, genre, monte ton dashboard pour voir si c'est vraiment vrai et tout. Tu vois, Mais justement, en parlant de dashboard, moi, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui faisaient des fake dashboards. Des fake dashboards. Mais c'est très simple. Comment tu peux savoir Bien sûr, c'est très simple. C'est vrai ou faux? C'est très simple. Tu vois, sur Shopify, quand tu t'actualises le vrai dashboard de Shopify, la courbe, elle est normale. Normale. En gros, quand tu actualises, la courbe, elle est normale. Et le fake dashboard, quand tu actualises, ça fait comme ça, directement. C'est juste ça la différence. C'est juste ça la différence. Parce que j'ai envie de voir comment on fait, parce que finalement, moi je suis un petit peu perdu. Je vois que les mecs, ils dégainent des dashboards. Surtout, ça montrait, et tout, j'ai fait ici, j'ai fait ça. C'est pas des vrai. faux dashboards e-commerce. Après, pour le reste, je m'en fous, c'est du OFM. Mais sinon, sur le e-commerce, je vois que c'est facile, en fait, parce que globalement, ce qui fait vendre dans les e-commerce et les formations, c'est la social proof. Social proof, tu vois, c'est les résultats que tu vas faire qui vont faire que la personne elle se dit, ok, moi je vais passer par telle personne. J'ai vu que son dashboard, ça envoie. Voilà, c'est comme faisaient les frères Onua. Je pense que c'était un vrai dashboard. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Moi, en fait, moi je suis une personne, je m'en fous des autres, tu vois. Mais... Après, il y en a eux, ça envoyait quand même, je pense. Ça envoyait. Mais globalement, voilà, j'ai vu pas mal de mecs, des grosses têtes de e-commerce avec des gros dashboards. Moi, j'ai des noms, il y a des personnes même qui louent des dashboards. Hein. Ça, je l'avais déjà entendu avant. Il y a des personnes qui louent des dashboards. C'est pour ça que moi, quand j'ai des résultats, maintenant, après, tu vois, en fait, moi, le problème, c'est que des fois, quand je suis trop transparent, ça peut se retourner contre moi. Parce que moi, en bon moment, moi, je vais les montrer mes comptes bancaires. Mais si je vais en France, si je me fais séquestrer, c'est comment? Ouais, mais de toute façon, tu sais quoi, là, j'ai fait un podcast où je parlais avec un collègue là, de la sécurité en France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux pas être vraiment transparent. Tu peux pas être transparent. Tu vois. Moi, je me dis que si un jour je vais habiter à Dubaï avec ma famille, peut-être qu'à ce moment-là, moi, je mettrai le visage de mes enfants, des choses comme ça. Mais en France, tu me verras très rarement mettre le visage de mes enfants sur les réseaux. Et encore moins tout ce qui est compte en banque. Exactement, ou réussite. C'est ça. Parce que là, je pense que tu as dû voir ce qui s'est passé à Paris. Ouais, c'est ça. Il y a eu au moins crypto, une dizaine. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup de kidnapping, d'agression. Et ça cause des réseaux sociaux, tu vois. Il y en a que c'est à cause des réseaux, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui habitent à Dubaï. Ils sont partis voir leur famille. Exactement, oui, c'est ça. En France. Et il y a ceux qui étaient détenteurs de crypto-monnaies. Où directement en plein Paris, ils viennent t'agresser, tout ça, tu vois, c'est un climat qui est assez compliqué. Donc, en tout cas, je pense que, comme dit l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc ça, c'est une réalité, c'est quelque chose que je peux comprendre. Et vaut mieux pas montrer ces choses-là, surtout quand tu as de la famille à Paris. Exactement, c'est ça. Surtout quand tu es amené à faire des allers-retours, les gens ils sont là, c'est pour ça que je vois que la majorité des influenceurs que ça,
ils mettent jamais réellement là où ils sont. En mode décalé. Décalé, c'est ce qu'il faut faire, c'est la base. Ça. Parce que sinon, les mecs, ils vont venir te braquer. C'est ça, exactement. Te braquer chez toi, ça, c'est Après, moi, je t'en parle, moi, j'ai une équipe derrière. Donc, moi, si quelqu'un veut me faire, j'ai une équipe derrière. Donc, par exemple, quand je me déplace, je ne te déplaces pas seul? Moi, non. En fait, je veux montrer comme si je suis seul, mais je ne suis pas seul. Je suis équipé. Hein. Donc voilà, après, je ne peux pas en dire plus. Je ne suis pas Pablo Escobar, mais c'est pour vous dire que s'il y a des gens qui veulent le faire. En tout cas, s'il y a des gens qui veulent faire ce petit-là, je suis équipé. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, tu vois. Donc, voilà. Non, mais franchement, en même temps, tu vois, c'est triste quand même. C'est triste d'en arriver là. Que tu sois obligé de marcher en équipe. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont refusé de marcher en équipe parce qu'ils se sont dit que ça pouvait être une escalade. Exactement. Et parfois, il y a des personnes qui évitent ça parce que parfois, ils se font même racketter par leur propre équipe. Exactement. Tu vois, c'est un monde de vision. Ouais, parce que quand tu as une équipe, il faut vraiment que ce soit tes frérots. C'est ça. Parce que derrière, tu as des mecs qui vont dire OK, on assure ta protection. Mais et derrière, si tu arrêtes de payer, c'est ça. On fait comment? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et je sais qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont partis à l'étranger, qui ne peuvent plus revenir en France parce que justement ils ont arrêté de payer. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah oui, t'en as plein. Combien de footballeurs ou d'artistes sur Paris se font racketter par des personnes qui leur disent écoutez les gars, on va venir vous donner la sécurité, regarde ce qui s'est passé avec même avec Pogba là. C'est vrai. Tu vois, à la base c'était le mec qui lui donnait la sécurité. C'est ça. Au bout d'un moment ils ont dit les mecs commencent à donner un peu d'argent. C'est ça. La sécurité est devenue exactement, le monde est méchant comme on dit, le monde est méchant. Donc moi je pense qu'il devrait plutôt changer les lois, tu vois, avoir des lois qui sont beaucoup plus strictes sur les personnes qui viennent t'agresser sur ce type de choses et qu'on n'ait pas besoin d'être avec 3-4 mecs autour de nous pour pouvoir nous protéger. C'est ça. Mais non, on le fera. Si à un moment donné, moi, je suis dans un business et je commence à faire des millions et je suis obligé d'avoir une sécurité, je l'aurai. Tu vois ce que je veux dire? Mais franchement, quand on peut l'éviter, c'est mieux de travailler les lois. Parce que regarde, à Dubaï, la sécurité quand même, même si c'est vrai que voilà, il se passe des choses parfois qu'on ne va pas forcément voir. Mais en général, la sécurité. C'est vrai, par exemple, je vais donner une anecdote. Par exemple, il y a 3 semaines, j'ai perdu mon passeport à Dubaï. Oui, j'ai perdu mon passeport. Ouais. Vraiment, j'étais pas bien. T'étais pas bien, hein? J'ai perdu mon passeport. Dedans, il y avait permis de conduire de Dubaï, permis de conduire France. Il y avait 4 000 € en cash. Il y avait de mes cartes de France, etc. Et je l'ai retrouvé, une semaine après, j'ai retrouvé mon passeport. J'ai trouvé mon passeport, mon portefeuille, avec l'argent à l'intérieur. Avec l'argent. Tu vois? Donc en fait, c'est là où je me dis qu'en fait, Dubaï, c'est fou. C'est fou. Et dis-toi, j'ai trouvé mon passeport grâce à l'application. C'est-à-dire que quand j'ai déposé une plainte comme quoi mon numéro de passeport est perdu, j'ai eu un message, passeport trouvé, partez à cette commissariat, il est là-bas directement. C'est un truc de fou. C'est pour ça la sécurité à Dubaï, c'est pour ça, en fait, j'ai remarqué, je ne sais pas si tu as remarqué pourquoi toutes les grosses voitures sont à Dubaï. Parce qu'en France, en fait, tu ne peux pas flex. Jamais. Tu vois? Jamais. En France, tu flex, on va brûler ta voiture. On va cramer ta caisse. On va cramer ta caisse. C'est pour ça, les gens, ici, on dirait, les gens, ils se lâchent. Ils se lâchent et ils achètent leur grosse voiture ici. En fait, je pense que... Après, il y a plusieurs types de personnes. C'est vrai qu'il y a des personnes qui, de toute façon, qui étaient déjà ultra riches et de toute façon, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui étaient très riches en France, mais qui ne pouvaient pas montrer leur richesse. Parce que quand on voit à Monaco, on voit cette concentration. Ça ne veut pas dire qu'à Paris, il n'y a pas des gens qui sont pleins aussi. Exactement. Les gens, ils sont pleins, mais ils prennent le métro. Moi, je connais des gros actionnaires qui étaient dans les... En fait, il faut se cacher en France. Voilà, dans les 500 plus grosses fortunes de France. Les gars, ils prenaient le métro. Calme, mais tu peux rien savoir. Alors que le mec, il était plein. Exactement. Parce qu'il ne voulait pas attirer, vers lui l'attention vers lui. Exactement, mais en France, il ne faut jamais attirer l'attention. Voilà, maintenant aussi, mais finalement, c'est qui le fait? C'est parfois les gars de cité aussi qui font ça. Est-ce que c'est bon de le faire? Est-ce que, voilà, tu vois, c'est aussi assez compliqué parce que, franchement, moi, je suis en train de réfléchir à tout ça. Moi, j'ai eu une époque assez jeune où j'aimais bien rouler des grosses voitures et tout. BMW, Mercedes, tout ça, on a tout fait. Et franchement, quand je fais le bilan, j'ai l'impression que ça m'a plus desservi qu'autre chose. Et c'est sincère, en fait, ce que je te dis. C'est-à-dire que le regard qu'il y a eu... c'est que de la jalousie. Ouais. En fait, si tu fais ça, vends quelque chose derrière. Ouais. Tu vois, moi, ok, en fait, déjà, pourquoi aujourd'hui je dois faire du lifestyle? Parce qu'en fait, les gens, c'est ce qu'ils veulent voir. Moi, si je fais du lifestyle aujourd'hui, je monte mes voitures. Mais à l'époque, il n'y avait même pas cette histoire à l'époque, il n'y avait pas cette histoire Imagine, moi, j'ai 41 ans, tu vois, t'aurais pu être mon fils, pratiquement, tu vois. Donc, moi, ma génération, on travaillait, on bossait, on allait acheter le véhicule. Maintenant, moi, les types de véhicules que je roulais,
c'est vrai que c'était des véhicules où les mecs, ils se disaient, attends, à ton âge, tu roules déjà ça, et tout, qu'est-ce que tu fais, tout ça, et tout, c'est bizarre, là, est-ce que tu vends, tout ça? Non, c'était juste du travail, tu vois. Donc, entre ceux qui pensaient que c'était issu des choses illicites et les autres qui étaient jaloux, franchement, pour moi, ça m'a plus desservi qu'autre chose. C'est-à-dire que se faire contrôler... Ça t'a plus ramené de la haine. À un moment donné, je roulais en BMW X6. Ah, X6, voilà. Ouais, c'est-à-dire ça, c'est vraiment la voiture. C'est vraiment la voiture, faut pas rouler. Tu vois full ce que black? Je veux dire ouais, full black, non, agressive. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc à un moment donné, pour te dire, j'ai dû me séparer de ce véhicule. Parce qu'à un moment donné, j'avais tellement de contrôles. Entre les contrôles, les tentatives de vol, parce que c'est une voiture aussi qui était extrêmement volée. C'est-à-dire que c'est un véhicule qui était garé chez mes parents et à de nombreuses reprises. En plus, il faut savoir que ils ont tenté de voilà. En plus, il faut savoir que le BMW X6 a marqué les 4x4 la génération. Pourquoi aujourd'hui le GLE 373 Bien sûr, ils ont tous copié. Pourtant, à l'époque, ce 4x4, les gens voyaient un bizarre. Comme ça, c'est un 4x4 coupé. C'est coupé, tout ça. Moi, c'est le 4x4 qui a. Mais tu sais, c'était quoi la spécificité? Parce que après, j'avais discuté, parce qu'il m'est arrivé des histoires de fous avec ce véhicule, même quand je voulais le vendre, tout ça. Il y a des personnes qui avaient tenté de me faire un guet-apens, tout ça, mais ils n'avaient pas réussi. Et moi, en fait, je prenais toujours la sécurité. Même quand je vends un véhicule, je donne toujours rendez-vous dans une zone, on va dire. Dans le commissariat Non, pas devant le commissariat, on était dans une zone sur un parking où il y a du monde, tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'avais vu que les gars, ils étaient un petit peu bizarres, tout ça, ils tournaient autour du véhicule. Et les mecs, ils me rappellent le soir, ils me disent, ouais, et tout. C'est bon pour le véhicule et tout, on se donne rendez-vous ce soir à telle heure. Je dis, il est sérieux là, il vient de me donner rendez-vous à 22h, la nuit, tu m'as pris pour un jambon. Quoi. Et j'ai dit, ouais, je te rappelle, genre, tu vois. Et je vais jamais donner l'heure. Le lendemain, les flics, ils m'appellent. Ah ouais? Les flics m'appellent le lendemain. Ils disent, oui et tout. Est-ce que vous aviez mis un X6 en vente, tout ça? Je dis, ouais, tout ça et tout. Bah écoutez, il faut que vous veniez au commissariat. J'arrive au commissariat et ils me montrent des visages. Ils me disent, ça vous dit quelque chose? Je dis oui, bah, c'est les gars. C'est les gars qui voulaient m'acheter. Ah ok, bah, figurez-vous que en fait il y a, on a trouvé votre numéro dans leur téléphone parce qu'en fait il y a un vieux justement qui vendait son véhicule et eux ils lui ont fait un guet-apens. Sauf qu'en fait le X6 il est grave puissant, tu vois, c'était un V6 biturbo, tu vois, ça faisait plus de 300 chevaux. Tu vois, et les mecs, quand ils ont volé la voiture au vieux, ils sont partis avec, mais ils ne savaient même pas la conduire. Donc ils roulaient vite, bam, ils se prennent un rond-point. Il y a des flics, bam, ils les arrêtent. Donc quand ils les arrêtent, tu vois, et après ils ont vu tous les clients. Tout ça et tout, donc voilà, faire une déposition, dire qu'ils vous avaient bien appelé, tout ça et tout. Je me suis dit, ah ouais, ce véhicule-là, c'est vraiment des véhicules dangereux, tu vois. Après, en même temps, j'ai découvert, je dis, ouais, moi j'ai la foi, le Seigneur, il a fait en sorte de détourner ces méchants, ils se sont mangés un rond-point. Donc voilà, mais... Tu vois, aujourd'hui, rouler des gros véhicules, pour moi, à Paris, en France, pour moi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a des endroits pour le faire, si tu habites à Monaco, limite si tu es à Miami, tu vois, il y a des endroits comme ça. Mais franchement, en France, c'est à perte. Franchement, ça vaut avec pas le les coup. assurances et tout, non, faut éviter. Les assurances, ils ne vont même pas te rembourser l'intégralité de toute façon, la sérone, mais tu veux que je donne la blague. Le X6, là, quand ils étaient venus, ils avaient découpé, parce que quand ils ont tenté de le voler, ils avaient découpé la serrure. Donc en fait, les flics m'avaient appris ça aussi. C'est que tu vois, ils étaient venus, ils avaient découpé la serrure, et après on dit, mais c'est bizarre, parce que le soir qu'ils avaient essayé de la voler, ça avait sonné, la lampe, elle avait sonné. Mais ils avaient découpé la serrure. Je dis, mais c'est quoi le délire? En fait, ils expliquent que, comme tu as des personnes qui sont assez bêtes, de laisser le véhicule encore au même endroit, ils découpent la serrure, il faut une empreinte, et le lendemain, ils viennent chercher le véhicule. Ah ouais. Tu vois, ils arrivent, genre, ils te braquent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont assez bêtes, ils laissent le véhicule là, mais sauf que nous, on l'avait déplacé directement au garage, chez l'expert. Tu vois, parce que le lendemain, ils reviennent. Donc, en fait, on a dû refaire tout le système chez BMW. L'assurance, elle a payé, sauf que l'assurance, elle nous envoie encore. Elle a dit merci beaucoup, cordialement. Voilà. Et elle a dit voilà, on vous annonce que ça ne sera pas renouvelé. Donc, après, c'est pour ça qu'après, j'ai été obligé de le bazarder. Parce que, globalement, ces véhicules-là, tu peux pas. Tu peux pas, c'est compliqué. Non, mais ouais, c'est ça. Il n'y a que les VTC maintenant. C'est les VTC, non, mais les mecs qui vont. La France, c'est chaud en ce moment. C'est chaud, tout le monde. Ça devient n'importe quoi. Et toi, alors, tu reviendrais pas en France, toi? Pour faire quoi? Non, moi, si je vais en France, je viens voir mes proches. Après, je repars, hein, mais sinon, non, c'est pas. Les taxes et tout. En fait, je ne pas en France. Tu peux pas être rentable dans ton business quand tu es en France.
Donc, par exemple, tu fais rentrer 1 million d'euros, tu peux partir avec 50 000 euros de bénéfices. Non, mais je te dis non, mais c'est vrai, c'est terrible. Je peux pas. Mais justement, je voulais te poser la question, ça a été quoi le déclic de se dire que voilà, je quitte la France? Je quitte la France. Ouais, et sachant que je pense qu'avant Dubaï, tu étais sur Marbella. Hein. Donc, je continue mon parcours. Du coup, on vend les paires de sneakers, etc. Je découvre le e-commerce, je me lance, je vais dans des conférences, voilà, je fais mes premiers résultats. Et après, par la suite, j'ai une personne. C'est pour ça qu'en fait, dans le business, tu vas toujours rencontrer une personne qui va te donner un déclic. Dans le business, tu vas jamais réussir seul. Parce qu'en fait, moi, au début, j'avais beaucoup d'ego. Ouais. Je disais que j'ai besoin de personne, je vais réussir tout seul. Je ne vais pas prendre de formation. Moi-même, j'ai pris des formations, j'ai pris des coachings. C'est tellement important ce que tu dis, et je tiens encore à le préciser pour les gens qui nous écoutent. S'il vous plaît, débarrassez-vous de votre ego. L'ego, c'est vraiment quelque chose qui empêche les gens d'avancer, peu importe ton âge. Moi, aujourd'hui, j'ai 41 ans et j'ai pas peur de prendre des conseils de la part d'un Jourdain ou d'autres qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Aujourd'hui, l'ego, c'est vraiment quelque chose qui t'empêche d'avancer et ça te tue. Donc, peut-être un mode fierté. Ah oui. Ça te tue sur le long terme. Ça te tue. Il faut être enseignable, il faut être coachable. Et il faut être capable d'écouter les conseils d'autres. Donc moi, au début, c'est l'erreur que j'ai fait. Parce que moi, au début, j'avais beaucoup d'ego. En mode, j'ai besoin de personne, je veux réussir tout seul. Et en fait, bah, j'avançais pas. Ouais. Et quand après, j'ai pris des formations Udemy, j'ai pris des coachings. Et j'ai pris un coach qui était à Marbella, qui m'a beaucoup inspiré. Et quand j'ai pris ce coaching, ça a changé ma vie directement. Et dis-toi, avant, j'avais pris d'autres coachings où j'ai échoué. Encore une fois, je te dis qu'il faut persister jusqu'à que tu y arrives. Tant que tu n'arrêtes pas, bah, en fait, le jeu n'est pas terminé. C'est ça. Et j'ai pris ce coach-là. À l'époque, je fais des influenceurs dans le marché italien. Je vendais des montres, Bradetto à 20 €. J'ai investi 400 €. Je fais 4 000 € de chiffre d'affaires. Incroyable. Tu vois, je fais x10. x10 directement. Et après, bah, let's go, ça a avancé. J'avance. Je retombe aussi, j'avance. Je vais le voir en vrai à Marbella. Non, en 2020. 2020, je vais le voir en vrai à Marbella. J'avais 20 000 € de côté à peu près. Je retombe à zéro parce que je claque. Forcément, parce que là, globalement, tu arrives à mettre un système où tu te dis, attends, c'est ça. En fait, j'ai 400 balles, ça fait 4 000 €. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, parce que j'ai eu pas mal de témoignages des mecs du e-commerce qui ont claqué l'oseille de fou parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Exactement. En fait, au début, je pensais vraiment comme un pauvre. Vraiment quelqu'un qui n'a pas goûté l'argent. J'arrive, je dis, demain, ça va venir encore. Je spend tout mon budget. Et après, bah, je retourne travailler à l'intérim. Donc ça, en 2020. Je retourne travailler à l'intérim. Il faut savoir que moi, dans ma vie, j'ai jamais travaillé. J'ai travaillé qu'une seule fois dans ma vie, vraiment. Moi, depuis, justement, comme je te dis, depuis 17 ans, je vivais de ce business-là. Et c'est pour ça qu'à 20 ans, je suis retourné à zéro. Je suis parti travailler à l'intérim en 2020. Et j'ai travaillé qu'une seule fois dans ma vie. J'ai travaillé qu'un seul mois dans ma vie. C'est vraiment une dinguerie, en vrai. Oui, j'ai travaillé qu'une seule fois. Et moi, encore une fois, j'ai été patient. Je me suis dit, bon voilà, là, on est en août 2020. Il y a le Q4 qui va arriver en 2020. Donc, le Q4, ça commence à partir de mi-octobre jusqu'à décembre. Et moi, encore une fois, j'ai été patient. J'aurais pu très bien dire, hey, vas-y, ça marche pas, j'ai de la flemme et tout, flemme. Je me suis dit, bon, Jourdain, reste calme, reste patient. Travaille de août jusqu'à les septembre, octobre, prends tes salaires, vends tout ce qu'il y a chez toi, essaye d'avoir 2 000 à 3 000 €. Lance-toi et ça passe ou ça casse. Si tu retombes, réessaye encore une fois. En fait, moi, j'avais déjà l'état d'esprit comme quoi, je vais y aller, je m'en fous. Ça va prendre même un an, je vais rien lâcher, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que allez, 2 mois après, j'ai mis 2 500 € sur une influenceuse dans le marché UK. Et j'ai fait à peu près 40 000 livres en 24 heures. 40 000 livres. Et là, ma vie, elle a changé. Bah, je pense que tu as dû voir les stories que j'ai mis à la lune, non? Je commence à préparer mes valises et j'attendais les virements Stripe. Et dès que j'ai reçu les virements Stripe, je commence à annoncer à mon père. J'ai menti à mes parents. Donc, savoir comment... En fait, les parents fréquents, au début, il faut mentir. Donc, même vous qui vous lancez au début, mentez. Je dis pas non, mais c'est la vérité. Attendez, je valide pas. Ah, parce que je valide pas, non, je valide pas. Regarde, pourquoi il faut mentir? Parce que moi... Quand tu dis mentir, explique bien. Parce que il faut mentir à vos parents
Parce que si vous dites, oui, papa, maman, je lance un business en ligne, c'est du e-commerce, au début, ça n'a pas forcément marché, faites-moi confiance. Moi, je pense que pas encore en toi, il faut dire la vérité. Je pense que le de mentir... Moi, j'essaie de dire la vérité, mais ils ont... Non, faut faire ce que tu as à faire. Ouais. Tu fais ce que tu as à faire et voilà, t'en parles pas forcément. Parce que bah si, moi, je vais t'expliquer pourquoi j'étais obligé de mentir. Parce que c'est un problème. Je vais t'expliquer pourquoi j'étais obligé de mentir. J'étais obligé de mentir, pourquoi? Parce que moi, j'ai arrêté l'école. Je me suis arrêté au bac. Ouais. Et quand je me suis arrêté au bac, mes parents me disaient, parce que moi, je me demande à ma thèse, tu fais quoi? Et moi, je dis, ouais, non, moi, je fais un BTS en ligne. Ouais. C'est un BTS en ligne, mais en fait, je lançais mes boutiques en dropshipping. Ouais, du coup, je leur ai menti. Ouais. Mais si je disais la vérité, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui, tu vois. Qu'est-ce que tu penses? T'aurais risqué quoi? Mes parents, c'est les parents africains, tu connais, coup de pression, ils m'auraient frappé, ils m'auraient fait quelque chose, tu vois. Mais aujourd'hui, carrément, quand je leur pose la question, je leur ai dit, du coup, est-ce que vous voulez que je reprends les études? Ils me disent non. Non, mais est-ce que tu leur as posé la question? Ouais. Comment auriez-vous réagi si je vous avais dit Oui, bien sûr, oui. Ils m'auraient dit, on t'aurait dit de continuer l'école et d'arrêter. Ah ouais, ils t'auraient dit ça? Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Parce qu'il y a aussi une autre problématique aussi qui arrive beaucoup dans la famille, surtout que nous qui sommes entrepreneurs, c'est comme si en fait on n'est pas monté de la même, enfin, on n'est pas pareil que les autres. C'est-à-dire que dans notre cerveau ça tourne pas pareil, tu vois. Dans le sens où parfois tu vas expliquer quelque chose à quelqu'un, mais la personne ne va pas comprendre. Et très souvent c'est nos proches qu'on est dans l'entrepreneuriat. Bien sûr que oui. Ils vont nous dire que oui, maintenant je pense pas que c'est une bonne idée. Tout ça et tout. Et c'est ça qui est très compliqué parce que finalement, la majeure partie du temps, c'est tes proches qui vont te décourager. Malheureusement, on les aime, hein, bien sûr. Tu vois, ça, il faut bien le préciser. On les aime, il n'y a pas de problème. Ah, moi, je les aime. Mais parfois, en fait, tu vas leur parler d'un projet, mais ils vont te dire, mais wesh, mais t'es fou, quoi, t'es malade. Exactement. Ça tient pas la route, ça va jamais fonctionner, ça va jamais marcher. Je le laisse dans son délire. Après, t'as deux types de groupes. Donc, c'est assez compliqué. C'est pour ça que parfois, il faut éviter de trop dire parce que sinon ça va te faire trop mal. Exactement. Parce que tu peux être chaud sur un projet. Exactement. Tu vas en parler, c'est bon, on va t'éteindre. Exactement. Faut pas en parler, faut rester discret. Faut juste montrer ses résultats, tu vois. Et en fait, dans les amitiés, on dirait tout le monde a vécu ça. Ouais. Faut savoir qu'en fait, tu as deux groupes. Soit vraiment, tu as des personnes qui veulent pas te voir réussir et qui vont vraiment te décourager, ou soit des personnes qui veulent juste te protéger. Donc en fait, il y a des choses, faut pas le prendre à cœur. Bien sûr. Il y a des choses où des personnes veulent juste te protéger en mode fais attention, on sait jamais. C'est pour ça que je te dis que la plupart du temps, nos proches, c'est des gens qui nous aiment aussi. Qui nous aiment aussi. Ils veulent notre bien, il faut avoir cette réflexion-là. Exactement. Ils veulent notre bien et ils n'arrivent pas en tout cas à matérialiser. Exactement. Tu vois que c'est réel, que ça a fonctionné. Et en plus, le business en ligne. Tu imagines, moi, ma génération, j'aurais dit ça à mes parents, ils m'auraient dit arrête tes bêtises. C'est ça, exactement. Déjà, moi, à l'époque, je voulais déjà m'expatrier. Je voulais m'expatrier à Miami. Mon père m'a dit, mais qu'est-ce que tu me parles d'expatriation? D'ailleurs, t'as un appartement là-bas, non, à Miami depuis? Non. J'aime bientôt. Si tu le dis là, c'est-à-dire que c'est une parole prophétique. Donc j'accepte. J'ai fait visiter des appartements là-bas. Et puis j'espère avoir un appartement là-bas, pourquoi pas. Mais j'espère peut-être même vivre là-bas un jour. Mais je sais. Miami ou Dubaï? Ah, moi pour l'instant, tu sais, moi Dubaï j'aime bien. Si Dieu fait grâce et que il me permet de pouvoir m'installer ici, ça pourrait être intéressant. Pourquoi? Parce que ça va me permettre, on va dire, de pouvoir engranger, on va dire, un petit peu plus d'argent plus rapidement. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu regardes la fiscalité à Dubaï, si tu fais, je sais pas, 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires à Paris que tu les fais à Dubaï, bah forcément, derrière, c'est pas la même chose. Même si tu payes ton assurance, tu payes ton logement ici. En plus, maintenant, les logements, c'est assez compétitif. Ça commence à grave augmenter. Hein. Ça augmente, mais tu vois, ça reste assez compétitif parce que tu as pas mal de nouvelles résidences qui arrivent et tout. Exactement. Mais globalement, même avec tout ça, tu vois que tu es toujours encore... c'est toujours intéressant pour toi. Mais globalement, pour revenir à ce que je disais, à l'époque, quand je disais des choses comme ça... m'expatrier et tout ça, mes parents ils m'ont dit mais va t'asseoir toi, quand tu me parles toi, reste là, fais tes études, la France c'est bien, la France c'est ci, la France c'est cela. Et moi j'avais toujours voulu, depuis que je suis jeune, je sais pas, je me suis toujours senti enfermé. En fait dans la vie il faut être têtu. C'est vrai. Il faut être têtu. Moi je suis une personne, je suis très têtu. J'écoute pas. Quand on te dit non, tu vas quand même. Non, je force jusqu'à la fin. Et c'est cette trait de personnalité qui a changé ma vie parce que moi de base je voulais être agent immobilier comme je te dis. Et pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'ai subi une discrimination. Et c'est ça j'ai eu le déclic de me lancer dans la vente de paires de sneakers aussi. Tu vois, c'est là où vraiment j'ai dit, en vrai, autant faire mes propres sous. Et c'est pour ça que, encore une fois, dans vos vies, quand vous avez des déceptions,
prenez pas, ne vous enterrez pas avec ça. Prenez ça comme un pourquoi, en mode. C'est ça. En fait, il faut prouver, en fait. Faut être un peu arrogant, je trouve, pour réussir. Il faut dire, ah, il croit pas en moi. Bah, tu vois, je vais montrer de quoi je suis capable. Parce que, tu sais, même dans l'éducation qu'on a à l'école, tout ça, on nous dit qu'il ne faut pas péter plus haut son cul, il faut arrêter de se la raconter, Exactement. Bla. Et en gros, et je crois que c'était un entraîneur qui disait ça, l'entraîneur français, celui qui a entraîné, je crois, Serena Williams. C'est un grand entraîneur français, je ne me souviens plus comment il s'appelle, on l'affichera directement dans le podcast. Et ben, cet entraîneur, il était venu à la télévision française expliquer que, en fait, aux États-Unis, avoir confiance en soi, c'est normal. C'est normal. Alors qu'en France, ils vont te dire que t'es arrogant. On va te dire que t'es arrogant, on va te dire ces trucs comme ça, alors que arrogant, ça fait partie de. Voilà. Non, faut avoir confiance en soi. Ça fait partie de la construction de quelqu'un et de la réussite aussi de quelqu'un. Exactement. Et franchement, c'est pour ça que moi, je me détache de tout ça. Tu peux dire que je me la raconte, tu peux dire que je suis sur les réseaux. Tu peux dire que je suis à Dubaï, je suis à Miami, je me la pète, je me la raconte, je pète plus au conflit. Exactement. J'en ai rien à faire. Moi, je fonce tout droit. Moi, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des objectifs. Exactement. Et le but, c'est de réussir. Exactement. C'est pour ça que, voilà, encore une fois, la confiance en soi, c'est ultra important, surtout dans l'entrepreneuriat. Moi, des fois où je retombe à zéro, je disais, c'est pas grave, je vais me relever. On va se refaire, tu vois. On va se refaire, par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des personnes... En fait, l'entrepreneuriat, c'est 90% de mindset, 10% de stratégie, tu vois. Et le message, comme tu as dit tout à l'heure, c'est... Moi, je trouve le démarrage, c'est la confiance en soi, en fait. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est mort. Tu es KO. Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, Jourdain, pour les mois à venir? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Où est-ce que tu veux aller? Moi, on va dire... Là, j'ai mes boutiques e-commerce qui tournent et vraiment, j'ai comme projet d'investir avec toi dans l'immobilier, comme je t'avais dit. Comme je t'avais dit. On a hâte. Ouais. Et je partagerai ça sur ma chaîne YouTube, tu vois. Et vraiment, à me souhaiter la santé, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'argent, mais en vrai, le plus important, c'est la santé. La santé. Tu vois, l'argent, ça part, ça vient. Vraiment, moi, j'ai pas l'argent dans le cœur, mais vraiment que je sois toujours en bonne santé. Et si la santé elle est là, que j'avance dans le business, que j'évolue et que garder aussi la tête sur les épaules, c'est très important. Et où est-ce qu'on peut te suivre un petit peu? C'est quoi tes réseaux? Moi, on va dire, je suis sur Snapchat. Donc, mon Snapchat, c'est delpedro_1. TikTok, Jourdain Pedro. Instagram, Jourdain Pedro. Et ma chaîne YouTube, Jourdain Del Pedro. Yes. Voilà. Franchement, allez voir sa chaîne. Franchement, moi, là-bas, j'avais été touché par l'une de ses vidéos qu'il avait fait où il offrait un véhicule et tout à sa famille. Et franchement, j'ai kiffé de ouf. J'aime bien la valeur, en tout cas, que tu apportes sur les réseaux. J'aime bien la motivation que tu apportes aussi aux jeunes. Tu montres que, voilà, clairement... que tu es un jeune issu de l'immigration qui habitait en France, qui a réussi à s'expatrier à Marbella, puis à Dubaï, qui arrive à vivre ici, parce que je sais que c'est pas forcément financièrement, c'est cardio ici. J'ai vu des gens qui ont fait des allers-retours. Le plus important à Dubaï, regarde, le plus important à Dubaï, c'est pas de rester, c'est pas de venir. C'est de rester. Venir, c'est le plus facile. C'est de rester. C'est de rester. Donc, on te souhaite de rester le nombre d'années que tu veux. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir échangé avec toi, Jourdain. Et je pense que tu as encore pas mal de choses à dire. Donc, il y a de grandes chances qu'il y ait une deuxième partie. Donc, restez connectés, abonnez-vous, partagez au maximum. Et voilà, s'il y a assez de likes sur la vidéo, on va préparer la partie 2. Allez, à plus. Bye bye.